Bonjour mes amis des chemins de l'intuition. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre tout à fait original, ludique, qui parle de sujets très, très divers, mais dont l'idée motrice, on va dire, de l'intérieur du livre, sur le livre, est tout à fait originale. Et j'ai la chance d'avoir avec moi un intervieweur qui va être interviewé. C'est donc l'auteur qui a l'habitude d'interviewer, il m'a lui-même interviewé lors de ma sortie de mon dernier livre. Et aujourd'hui, c'est lui qui va être interviewé pour son livre qu'il a écrit Victor et les âmes de Montmartre aux éditions Lanor. Et vraiment, j'ai adoré ce livre. Vous savez déjà que je ne présente que des formations ou des livres ou des personnes que j'adore et qui m'ont passionné. C'est le cas aujourd'hui et j'ai la chance d'avoir avec moi donc l'intervieweur qui va être interviewé, Cédric Legras. Bonjour Cédric. Bonjour Sylviane, merci de m'accueillir. C'est un remerciement infini. Ça fait plaisir d'être de l'autre côté du micro. C'est limite, comment dire, déstabilisant parce que je ne suis pas habitué à être interviewé comme ça en visio. Souvent, c'est dans les dédicaces, on fait des petites interviews sur place. Et là, bah, écoutez, c'est top. Alors, vous avez carte blanche, Sylviane, faites-vous plaisir. Je répondrai à toutes vos questions. Oui, j'ai carte blanche. Ça me fait rire d'interviewer un intervieweur. Vous voyez, Oui, alors oui, oui. je trouve ça déjà très drôle. Alors, Cédric, donc j'ai dit maintes fois déjà depuis le début que vous êtes intervieweur. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter par rapport justement, vous présenter, vous êtes dans la région lyonnaise, hein, et puis c'est là que effectivement, vous passez enfin, à l'antenne et puis que vous interviewez, vous allez interviewer les personnages des auteurs, des diverses personnes qui apparemment aussi vous intéressent comme moi, vous passionnent. Alors, Oui, tout à est-ce que fait. vous pouvez vous présenter? Bien sûr, on va commencer par là. Donc moi, écoutez, oui, je vis dans le secteur lyonnais, mais je suis parisien de naissance, hein. Je suis né dans une clinique du 17e arrondissement de Paris. Mes parents habitaient dans le 9e, tout à côté, donc tout près du 18e. En gros, mes parents habitaient rue de Clichy, à côté de la rue de Clichy. Donc quand on remonte la rue de Clichy, on arrive au Moulin Rouge, on est dans le 18e, on est à Montmartre. Voilà. Donc moi, j'ai grandi de ce côté-là mes premières années. J'y retourne régulièrement, mais après, les aléas de la vie font que ben, j'étais petit et ensuite, dans ce cas-là, papa et maman, et papa étaient mutés à Lyon. Donc, on est parti à Lyon et depuis 1982 à peu près, je suis sur le secteur lyonnais, on va dire je suis un Lyonnais d'adoption, donc très très belle commune. Et puis voilà. Et puis moi après, ben, j'ai fait mes études de droit, hein, études en droit, maîtrise, carrière judiciaire. J'ai fait mon petit bout de chemin dans des métiers, je dirais, que je qualifie purement alimentaires, même si c'était passionnant parce que le côté métro boulot dodo, ça m'ennuie. Moi, je suis un artiste dans l'âme depuis que je suis petit. J'ai toujours écrit, griffé des pages blanches. J'étais adolescent, j'ai gardé des écrits pendant des années. Et puis à un moment donné, j'ai commencé à me dire, tiens, je vais faire des formations. Je suis monté à Paris, je suis remonté aux sources au théâtre de l'Atelier dans le 18e arrondissement, où j'ai travaillé avec Hélène Cherruy Zidi, la fille de Claude Zidi, le réalisateur français. Donc j'ai fait des formations théâtre avec elle, au théâtre de l'Atelier. Donc ça m'a permis d'apprendre le jeu de scène, l'improvisation. Donc ça c'est super intéressant. Et quand je suis revenu à Lyon, je me suis mis à l'écriture de sketchs, parce que j'avais envie d'écrire des sketchs. Sketchs que j'ai d'ailleurs joué sur scène sur des scènes très connues à Lyon. C'était les tremplins du rire, hein, j'avais aucune prétention, c'était juste pour me faire plaisir, mais je me suis fait plaisir. Vous êtes fait J'ai joué. plaisir, c'est le Ah oui, oui. principal. J'avais un metteur en scène qui s'appelait Jean-Loup, qui habitait à la Croix-Rousse, pour ceux qui connaissent Lyon, sur les hauteurs de la Croix-Rousse. Je répétais dans son salon. Et puis, il habitait à 2 pas d'une salle de spectacle qui s'appelle le Nombril du Monde, dans la même rue. Donc, j'ai joué au Nombril du Monde. J'ai joué pas trop loin, comment ça s'appelle une autre scène, ça va me revenir, bon, peu importe, il y a 2 scènes importantes à Lyon. Et puis après, bon, bah, voilà, j'ai joué mes sketchs sur scène, je cherche ma salle, mais je ne la trouve pas. Bref. Et puis à un moment donné, je me suis dit, bon, j'ai écrit un peu pour d'autres comédiens sur place également. Et puis à un moment donné, je me suis dit, tiens, m'est venue l'envie d'écrire mon premier roman. Donc, c'est à l'occasion d'un déplacement sur Paris, d'ailleurs, qu'est née l'intrigue de Victor. Hein. Donc j'ai écrit mon premier roman qui a donné place, donc ça c'était en 2017, la première édition de Victor et les âmes de Montmartre. Et puis il est apparu après, ben, on m'a sollicité pour le chapitre 2.
Et puis, on m'a sollicité pour un chapitre 3, qui est paru en 2020, en plein Covid. Et puis, actuellement, on me sollicite pour un chapitre 4 qui est en cours d'écriture, je dirais, mais qui est vraiment au balbutiement, puisque là, je viens d'achever un autre livre qui est plus orienté développement personnel. Voilà. Donc, voilà pour la partie écriture. Donc, actuellement, j'ai 4 romans à mon actif, dont une trilogie, Victor. Et puis, à côté de ça, je suis animateur radio depuis mon plus jeune âge, parce que j'ai commencé la radio, j'avais 18 ans avec mon frère aîné, Joël. Et puis moi, après, j'ai lâché un peu pour aller sur les planches à Lyon. J'ai lâché un peu pour l'écriture. Et puis quand j'ai été interviewé pour mon premier ouvrage, mon premier roman Victor, l'animatrice qui animait l'émission dans laquelle j'étais invité connaissait mon parcours d'ancien animateur radio, plus jeune. Et elle m'a dit, est-ce que ça te ferait plaisir de te joindre à moi pour co-animer l'émission dans laquelle je t'ai interviewé? Je lui ai dit, écoute, avec grand plaisir, je n'ai pas retouché les micros depuis une éternité, mais pourquoi pas? Et donc, je l'ai rejoint, c'était en janvier 2018, je crois. Elle m'avait interviewé en novembre 2017. Et puis, voilà, depuis 2018, en gros, j'ai repris les micros, ça fait 5 ans. 5 ans. Et puis, entre-temps, en parallèle de l'émission, je co-animais avec elle, parce qu'on recevait des auteurs locaux près de Lyon. J'ai eu l'envie de recevoir des auteurs pas forcément localisés sur Lyon, et qui aborderait des sujets qui me passionnent, c'est-à-dire l'après-vie, la spiritualité, et confronter la spiritualité un petit peu à la science. Et donc est née l'émission Ici et Maintenant en mai 2021, dont le premier invité, le parrain, a été, et est toujours d'ailleurs le parrain, Jean-Marie Le Gall. Voilà, donc Ici et Maintenant, on poursuit son petit court de chemin, et puis voilà, ça roule, quoi. Voilà. Voilà, bon, c'est une bonne Ah, j'ai pris le temps présentation. d'expliquer, hein. Non, mais c'est très bien parce que effectivement, on comprend, hein, justement, j'allais vous poser la question, vous y avez répondu, comment est née l'idée de Victor et les hommes de Montmartre. C'est très intéressant parce que, voilà, le Moulin Rouge et tout ça, bon, voilà, Montmartre. Donc, alors, pourquoi Victor? Comment est venue l'idée de Victor et les âmes de Montmartre? Bon, sans déflorer trop le sujet, mais il est Oui. abordé, alors il est très ludique, hein, voilà, ça, vous abordez, alors je vais en parler tout de suite, vous abordez un nombre de sujets, hein, Victor, c'est un petit garçon, et puis il est confronté à la trahison, il est confronté à la manipulation, enfin bon, il est confronté à la vie, sauf que Victor, il est entre deux vies, hein, c'est ça. Oui. Racontez-nous qui est Victor. Oui, Victor, voilà. Victor, c'est un petit garçon de 11 ans qui passe beaucoup de temps, quelle que soit la raison, je ne vais pas spoiler le livre, qui Oui, passe voilà. beaucoup de temps dans les allées du cimetière de Montmartre et qui va mettre en relation le monde des vivants et le monde des défunts. Voilà. Alors, pour répondre à la question, Victor, pourquoi Victor, comment Victor? Je suis né à 2 pas de Montmartre. L'avantage, alors j'aurais très bien pu mettre le récit dans mon petit village où j'habite, dans le Nord-Isère, près de Lyon, mais le village est connu de ceux qui y habitent. Oui, Donc, ça n'aurait pas forcément été enfin, très parlant à d'autres lecteurs, le village, tout ça. Par contre, quand on dit Montmartre, Montmartre, oui. tout le monde connaît Montmartre. Les Américains connaissent Montmartre, les Japonais connaissent Montmartre. Le monde entier connaît Montmartre, son Moulin Rouge, connaît le Sacré-Cœur. Et voilà. Donc, Montmartre, c'est pour moi, d'une part, j'y suis né à 2 pas, j'ai grandi à Montmartre. Et je me dis, pour moi, c'était tellement évident que le récit se passe à cet endroit-là qui est si magnifique, ce petit village avec ses petites ruelles. Voilà. Et puis un jour, je me promène au cimetière de Montmartre, parce que le cimetière de Montmartre, ce qu'on appelle le cimetière Nord à Paris, c'est un peu comme le Père-Lachaise que tout le monde connaît. C'est un cimetière qui est visité, c'est un lieu touristique à part entière de Paris. Hein, le Père-Lachaise est mondialement connu, plus que le cimetière de Montparnasse ou de Montmartre, mais les 3 cimetières sont visités parce qu'il y a des personnalités là-bas qui sont Voilà, enterrées. c'est ça, Et puis, oui. voilà, puis des stèles qui sont magnifiques. Hein, voilà, donc pour moi, c'était évident que mon récit allait se jouer à Montmartre. Et puis un jour, je visite le cimetière de Montmartre. Et là, je me pose une question. Je me dis, mais tous ces gens qui sont enterrés là, parce que le cimetière a été inauguré, à l'origine c'était une grande fosse, hein. Il a fallu un peu organiser Paris au 19e siècle, au début du 19e siècle, et le cimetière de Montmartre a été inauguré en 1825, il me semble. Et depuis 1825, donc ça fait 2 siècles, les gens, les personnalités, le commun des mortels, beaucoup de personnalités, de personnes sont enterrées à Montmartre. Et côte à côte reposent des personnes qui sont décédées
au début du 19e siècle, et d'autres qui sont décédés il y a 2 ans. Oui, Et là, je me suis dit, c'est quand on va dans un cimetière, qu'est-ce qu'on fait? La première chose qu'on fait, c'est qu'on regarde le nom des personnes. Quand on chemine dans les allées, on voit les dates de naissance. Alors ça nous fait sourire. Là, lui, il est mort, j'étais même pas né, ou lui, il est mort, mais il y a un siècle. Et il repose à côté de quelqu'un qui est décédé il y a 3 jours. oui, Et là, on se dit, si ces personnes-là pouvaient se rencontrer aujourd'hui, qu'elles pourraient bien se rencontrer? Elles reposent côte à côte, leurs âmes, leur corps physique est là, et les âmes qui s'échappent du corps physique, si ces âmes-là pouvaient communiquer entre elles, qu'est-ce qu'elles pourraient se raconter? Déjà, petite anecdote, c'est que on imagine bien qu'une personne qui a été enterrée en 1830 n'a pas été enterrée dans la même tenue vestimentaire que quelqu'un qui est décédé en 2012. Donc absolument. Oui. déjà, il y a le côté cocasse un peu des tenues vestimentaires. Donc ça peut être drôle quelque part. Ça peut être un peu l'objet de quiproquos et un peu cocasse. Et puis il y a le parler un petit peu différent. On ne parlait pas le même français il y a 2 siècles qu'aujourd'hui. Les mots ont changé, l'accent a changé, hein, l'accent parisien, tout ça. Et je lui dis, en fait, il y a plein de choses. Il y a une intrigue à quelque chose à créer. Puis moi, le sujet de la mort, c'est quelque chose qui me passionne. Parce que d'une part, la mort fait partie de la vie. Je ne suis pas le seul à le dire, hein. On arrive à un moment donné sur Terre, on repartira. On le sait tous, on est mortel, hein. Donc c'est soit on se dit, zut, c'est dur à accepter. Je suis déprimé. Je n'accepte pas l'idée que je vais mourir. Et ma vie, quelque part, terrestre, mon incarnation présente, en pâtit. Ou alors je me dis que finalement, bah, je suis venu sur Terre, j'ai été incarné dans ce corps-là, j'ai une mission de vie, mon âme est là pour expérimenter, comme diraient certains auteurs, et puis à un moment donné, bah, je sais que je vais repartir. Voilà. Donc ça, je considère que je fais mon petit chemin de vie et j'essaie de réaliser les plus belles choses possibles en ayant cette mission de vie, et j'accepte l'idée que je vais repartir. Donc finalement, quand je regarde la vie de ce côté-là, je m'aperçois que ben, la mort, je l'accepte comme une seconde étape et non pas comme une fatalité. Oui, Voilà. voilà, c'est ça, Et puis oui. quand on est ouvert à la notion de spiritualité, comme je le suis également, on considère qu'après cette incarnation-là, notre âme va s'échapper de notre corps physique, il va y avoir un entre-deux-vie, et puis il va se réincarner à un moment donné. Donc, en fait, il y aura une autre vie. Donc, dans le roman, j'aborde le sujet de l'après-vie. Et je l'aborde, c'est très important, de manière ludique. Ce Oui, n'est c'est ça, pas. c'est ça. Voilà. C'est surtout ça qui est important, qu'il est important de mettre en exergue, c'est ce petit garçon. Voilà, et puis Dalida, hein, on peut quand même dire Dalida qui parle avec Stendhal et tout. J'ai trouvé ça vraiment, l'idée est vraiment très originale et puis c'est drôle, c'est drôle. Et c'est ça justement c'est les âmes qui se parlent entre elles. Je trouvais ça vraiment extraordinaire. Alors, il y a. Alors, est-ce que vous avez aussi écrit ce livre pour ouvrir un peu les consciences, pour leur dire qu'effectivement, bah, c'est pas, on vient sur Terre dans cette incarnation, comme vous venez de le préciser, bah, pour faire de notre mieux, mais pour être le mieux possible avec nous-mêmes et puis avec l'entourage. Est-ce que c'est aussi un livre pour ouvrir les consciences? C'est surtout un livre qui ouvre les consciences, justement, pour ces raisons-là, se dire que voilà, la mort, c'est pas une fatalité. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs qui parlent de l'après-vie, des expériences de mort imminente. On vit des choses, on revient, on témoigne qu'il y aurait quelque chose après. On accepte ou pas l'idée, tout ça, c'est des croyances, hein, je respecte les croyances de chacun. Moi, j'ai ma vision des choses. Elle a évolué comme tout le monde, hein. Il y a 20 ans en arrière, j'étais très cartésien. Pour moi, quand le corps physique était mort, quand l'électroencéphalogramme s'arrête après l'arrêt cardiaque, c'était terminé, fini. Voilà, nada, hein. Oui. Ça, je dirais, c'est le côté un peu matérialiste, très cartésien que j'avais à l'époque, comme beaucoup de personnes ont, et je respecte tout à fait. Puis après, on vit des événements dans la vie. J'en ai vécu des événements particuliers où j'ai été confronté à la mort. Est-ce que Euh, vous pouvez, sans entrer dans votre intimité, oui, ou est-ce possible d'en parler? oui, Qu'est-ce qui bien vous a sûr, changé, qu'est-ce qui vous a fait changer bien justement du sûr. très cartésien à cette acceptation bah, très spirituelle, hein, vraiment, Oui, bah, la réincarnation, tout ça, les âmes, la conscience qui n'est pas une émanation du cerveau, hein, puisque c'est ça. voilà, et qu'elle continue après. Bon, alors est-ce que vous pourriez, Cédric, nous expliquer ce Oui. qui vous a fait changer la vie? Alors moi, ce qui m'a fait évoluer, parce que c'est un travail qui est progressif en fait, on ne change pas du jour au lendemain, hein. Moi, j'ai perdu mon frère aîné en 2002, le 23 juillet 2002.
mon frère aîné, avec qui j'étais très fusionnel, hein, est décédé. Et bah, il a fallu accepter l'idée de perdre son frère aîné. Il avait 33 ans, j'en avais 27. Donc, voilà, c'est compliqué de vivre la perte d'un être cher. Oui. Et donc, j'ai dû accepter l'idée que mon frère était parti. À ce moment-là, pour moi, à l'époque, ben, voilà, son corps a été mis en bière, il y a eu un enterrement, et puis, en gros, la vie continue pour ceux qui restent, quoi, en gros. Voilà. Et puis, les années passant, j'ai commencé à. Des fois, bah, comme tout le monde, je parlais à mon frère. On se dit, bon, des fois, c'est un peu bizarre, hein, on parle à quelqu'un qui n'est plus là, mais ça fait du bien. Mon frère Tout à s'appelait fait, Joël. tout J'ai dit, à fait. Oui. Jojo, tu m'entends? Écoute, si tu penses à moi, tu as fait moi un petit clin d'œil. Et là, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on sollicite un événement, on sollicite un petit clin d'œil depuis l'au-delà, euh, et on a une réponse. Mais une réponse qui est tellement précise. Oui, qu'il n'y a pas de doute possible. Voilà, c'est soit on met Oui, sur oui. le dos du hasard. Ok, je conçois que le hasard fait très très bien les choses, mais je considère que moi que le hasard n'existe pas. Hein, comme disait Paul Éluard, le hasard n'existe pas, il n'y a que des rendez-vous. Oui, J'ai tout à fait. provoqué un rendez-vous avec mon frère, il m'a répondu à mon rendez-vous. J'ai laissé passer, j'ai dit, bon, c'est incroyable, mais bon, c'est peut-être moi qui fais mon film. Hein. Quand on veut à tout prix voir des choses, on les voit forcément. Je dis, bon, voilà. Et puis, au hasard de la vie, quelques mois plus tard, je sollicite à nouveau mon frère à la date anniversaire de son décès ou de son anniversaire. Et là, j'ai un autre fait marquant dans les secondes, dans les minutes, qui me prouve que ce n'est pas mon imagination. Il y a quelque chose. Alors, je pourrais vous expliquer hein, les faits en question. Et là, c'est très troublant, ça me fiche la chair de poule. Et je me dis, mais est-ce qu'on peut communiquer avec l'au-delà? Est-ce que c'est moi qui fabule ou est-ce que. Voilà. Je commence à m'intéresser dans les années 2000, 2010 à l'après-vie. La vie après la vie, oui, c'est ça, Oui, oui. la vie après vie. Alors là, à l'époque, j'y connais rien du tout. Je lui dis, je suis très cartésien et c'est un sujet nouveau pour moi. Hein. Alors, Je. juste une petite question, Cédric. Vous avez eu le premier, bon, on peut douter, hein, moi, Oui, j'ai vécu la oui. même chose. Un deuxième et le troisième, là, vous aviez la certitude, enfin, vous aviez la certitude, vous l'avez senti dans vos tripes, si j'ose dire, que Bah, là, en il y fait, avait quelque chose. C'est ça, hein? ouais. Mais je vous raconterai l'anecdote après parce que ça c'est encore arrivé très récemment, il y a un an, quand je suis remonté sur Paris, où quand on sollicite une, une preuve, je dirais quelque chose d'irréfutable de Oui. la réalité de l'après-vie et qu'on se dit, bon, là, si ça marche, s'il y a un truc, c'est un truc de dingue et que ça se réalise, Sylviane, euh, je vous dis, je vous en parle, j'ai la chair de Oui, poule. oui, 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 oui. Et on se dit, non, c'est pas possible. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Donc, je vous expliquerai deux, trois anecdotes Oui, après. d'accord. Voilà. Et donc, en fait, moi, à ce moment-là, quand une fois, deux fois, trois fois, ça fait vaciller un peu ses acquis, ses croyances. Hein. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce que je fais? Ben, je m'intéresse un peu aux écrits. Hein. Alors, je me procure le livre de Raymond Moody, Oui, ça, c'est la Life Bible, After hein. Life, voilà, qui a été Oui. édité en France en 75. Je me procure une version de poche, je le bouquine et je me dis, oh, bon, lui, il aborde le sujet de l'après-vie, des expériences de mort imminente. Donc, je m'intéresse aux expériences de mort imminente parce que je me dis, ces gens qui ont vécu cette expérience de mort imminente, qui décrivent cette décorporation, l'élévation, la lumière, la visite d'êtres de lumière et qui sont ramenés à un moment donné, est-ce que c'est pas l'horreur sur la Terre, avec ce fameux filin d'argent. euh, ce récit-là, je l'ai maintes fois entendu dans le passé, j'y portais pas forcément d'intérêt. Je dis, ouais, alors c'est des farfelus, c'est le cerveau qui a un dernier reflux avant de s'éteindre. Et puis, on se dit à un moment donné, c'est quand même dingue parce qu'ils vivent des choses. Il y a aussi cette. Souvent, il y a des faits relatés de clairaudience, de clairvoyance pendant l'expérience. Des choses qui ne peuvent pas expliquer qu'autrement. Je veux dire, quand on prétend que le cœur s'est arrêté, le cerveau aussi, et qu'on prétend que notre corps était au plafond, au-dessus Et puis du corps physique, il se rend compte de l'opération, des choses. oui, qu'on a vu Alors, l'opération, il y a des milliers de oui, oui, témoignages, je ne vais pas revenir dessus, hein, il y en a qui l'ont très très bien décrit, et qu'on arrive à décrire des scènes qui sont déroulées dans la pièce d'à côté, dans la salle d'attente de l'hôpital, ou même à des milliers de kilomètres qu'on revient et que c'est fait, ça a l'air vrai, on se dit, incroyable, ça permet. Enfin, je veux dire, c'est soit on est obtus à tous les sujets, soit on est curieux, on est ouvert, c'est mon cas, et je me dis, bah attends, à un moment donné, oui, si une personne raconte ce genre de récit, on peut dire que c'est une illuminée.
Oui, c'est ça, oui. Oui. Deux, on peut dire, bon, elles sont peut-être contactées entre elles, elles se sont mis d'accord. Ces témoignages-là, on en a des millions, Sylviane, des Oui, je millions. sais. On a des premiers écrits de l'Antiquité, Socrate, Platon, qui parlent, qui racontent ce genre de faits, d'expériences de mort imminente. Donc, quand on se considère que des personnes dans le monde entier, des millions de personnes, sur plus de 2000 ans, 3000 ans, racontent des faits qui ont des ressemblances troublantes, qui ne sont pas forcément décrits de la même manière avec le même vocabulaire, parce que chacun a ses origines, chacun a son vocabulaire, chacun a sa culture. Donc on n'a pas les mêmes références culturelles. Mais quelque part, tout se recoupe. Tout se recoupe, quelle que soit la nationalité de la personne, le pays où elle évolue, son sexe, son âge, l'époque. On se dit, enfin moi en tout cas, de manière raisonnable, je me dis, mais peut-être porter un intérêt à ce qu'ils racontent ces gens-là. C'est peut-être pas que des illuminés, ça ferait beaucoup d'illuminés quand même. Mais Des c'est un peu millions d'illuminés depuis oui, des mais siècles. c'est un peu. Donc, dans l'élan, après Raymond Moody, j'ai lu Jean-Jacques Charbonnier, qui est devenu un ami entre-temps, qui est un ancien anesthésiste réanimateur, aujourd'hui qui est retraité, qui a écrit sur le sujet, qui a vécu des propres expériences et qui tient les mêmes propos. On peut dire qu'une personne est un illuminé quand on a des millions qui racontent les mêmes choses. On ne peut pas dire que c'est. Voilà. Donc, je me suis intéressé à ce sujet-là. Et puis, à un moment donné, bah, j'ai décidé d'ouvrir une porte. Voilà, parce que je suis curieux. J'ai ouvert la porte et je me suis faufilé. Et puis j'ai continué à lire après toutes les expériences, les enquêtes qu'a pu mener Sonia Barcala aussi, qui a écrit un livre magnifique. Son titre, c'est Si cela vous arrivait chez le Lotus et l'éléphant. Donc Sonia est devenue une amie aussi et elle fait des super belles choses, elle a des super témoignages. Voilà. Et donc à un moment donné, bah, ça a vraiment fait vaciller euh, la position dans laquelle j'étais, un peu figé, de matérialiste, cartésien. Mon frère est décédé, j'ai sollicité des petits messages, des petits faits, je les ai eus, mes réponses. Donc j'ai ouvert la brèche, je me suis cultivé sur le sujet. Et quand je lis certains ouvrages, je retrouve les expériences que j'ai vécues en sollicitant l'au-delà. Voilà. Et puis j'ai appris entre-temps qu'il y avait cette notion de, non pas de coïncidence, mais de synchronicité, hein, qui a vraiment été développée par Carl Gustav Jung. Euh, voilà. Et donc c'est passionnant, parce que entre la position dans laquelle j'étais il y a 20 ans en arrière et celle dans laquelle je suis aujourd'hui, bah, tout a vacillé en fait. Tout a vacillé. Et je sais que je suis dans le vrai aujourd'hui. Vous Parce le que j'en fais sentez dans vos tripes, hein, l'expérimentation. c'est Oui, ça. j'en fais l'expérimentation, Sylviane. Donc là, on revient à Victor. Ben, merci pour. Vous nous aviez dit que vous alliez la troisième, peut-être que le troisième contact avec votre frère. Vous pouvez nous le dire. Vous avez. Alors, oui, oui. Alors, alors ça, c'est impressionnant. Je suis monté en famille sur Paris en mai 2022, il y a un an, hein, un peu plus d'un an, à l'occasion de l'Ascension. Hein, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, c'est férié en France, on fait le pont. Oui. Donc, l'occasion en famille de se dire, tiens, on monte à Paris, je suis né à Paris, je vais emmener ma petite famille là-haut. J'ai une fille qui a 9 ans, qui ne connaît pas forcément Paris plus que ça, elle a que 9 ans. Je vais dire, tiens, je vais te montrer où papa il habitait enfin, où papy mamie habitait quand papa il est né. Donc je l'emmène à Montmartre, on fait le tour en famille, tout ça. Et c'est incontournable pour moi d'aller dans la rue où habitaient mes parents quand je suis né en 74. C'était la rue Jules Lefebvre, qui est une rue perpendiculaire à la rue de Clichy, quand on monte la rue de Clichy. Je vais dans cette rue-là, bon, ma femme connaissait déjà la rue, on était déjà allés dans le passé. Je rentre là, et puis je suis né dans l'angle de la rue, à une extrémité de la rue, hein, qui fait quoi? Qui fait 200 mètres, hein. Et là, mes parents à l'époque habitaient tout en haut de l'immeuble haussmannien, sous les toits, hein. Mon papa à l'époque, il avait quoi? Il avait 26 ans, ils étaient jeunes, hein. Ma maman avait 2 ans de moins que lui. Mes parents habitaient là. Mon frère Joël était né, mon frère aîné, qui est décédé Donc en celui qui est 2000. décédé. Voilà. Mon frère était né, il était là-haut avec eux à l'époque. Lui, il était né en 68, donc il avait 4-5 ans. 4 ans, ouais, 4 ans. Alors, 68 ans, il avait 6 ans. 6 ans. Il allait avoir 6 ans en 74. Et donc, voilà. Donc, mes parents habitaient là-haut avec mon frère. Et puis, moi, je suis arrivé quand ils étaient là-haut, sous les toits, petit appartement haussmannien, avec vue sur le Sacré-Cœur au loin. Voilà. Et là, j'emmène mes enfants et mon épouse. Et je lui dis, voilà, bah, on se met au pied de l'immeuble, devant l'immeuble haussmannien. Et je dis à mes enfants, voilà, bah, papa, quand il est né, papy, mamie, ils habitaient là-haut, sous le petit toit, en ardoise, super joli, hein, l'immeuble parisien tel qu'on le conçoit. Petit appartement, limite chambre de bonne, hein, à l'époque, hein. Mais voilà, c'est là que papa est né.
Et là, forcément, inconsciemment, la seule personne qui était là avec moi à l'époque, c'était mon frère Joël et mes parents. Je dis à mon frère Joël qui est décédé à ce moment-là, je dis à mon frère Joël, écoute, Jo, si tu es là, bah, écoute, je pense à toi, tu vois, je suis devant là et ça doit te parler là-haut, ça m'émeut d'en parler, excusez-moi. Oui, je vois, oui. Mm. Et donc, on reste quelques minutes là. Enfin, personnellement, moi, je me recueille un petit peu parce que j'ai pas de réels souvenirs là-haut. J'étais petit. Mes parents ont quitté les lieux quelques années après. Mais c'est symboliquement, c'est là où je suis né. C'est là où j'ai grandi Vous avez mes un premiers lien, on jours. sent que vous avez un lien très Ouais, fort. voilà, voilà. Hein. Puis mon frère était là. Mon frère me manque, donc il était là à ce moment-là. À un moment donné, je dis à mes enfants, ah ben, allez, on y va. On va rejoindre le Moulin Rouge. On remonte la rue Jules Lefebvre et on s'échappe. On remonte. On n'est pas très loin. On va passer au cimetière de Montmartre, voir le gardien, que je vais laisser un petit exemplaire de mon livre dédicacé, il sera content et tout, faire connaissance un petit peu. Voilà. Et puis au moment où on quitte l'immeuble, on remonte la rue Jules Lefebvre, mais sur 20 mètres. Hein, la rue, je vous dis, elle fait 150-200 mètres. Il y a des voitures côté gauche garées en file indienne. Et là, entre les voitures, au moment où j'arrive entre les voitures, je monte sur le trottoir, je remonte les véhicules, et là, il y a un container bleu, pas très grand, hein, de faire 5-6 mètres de long, posé entre les voitures avec une signalétique autour, sûrement des gars qui font la voirie la semaine et qui, ce jour-là, c'est férié, tout est fermé. Et là, je passe devant le container bleu, et sur la porte du container, un écriteau blanc, Joël. écrit Joël. Ah, dites donc, hein, moi j'en ai la chair de poule aussi, moi. Et là, la gifle, Sylviane, la Ah gifle. oui, ah J'ai dit oui, à ah oui, Joël, ah je oui, suis oui, là, oui. coucou, j'espère que tu penses à moi, je suis là, écoute, je suis devant l'endroit où on s'est connus quand je suis arrivé, tu étais là, tu avais 4-5 ans, et ouais, je pense à nous forcément, c'est des Ah, souvenirs, mes bien parents sûr. étaient là et tout ça. On quitte les lieux, dans les secondes qui suivent, je remonte le trottoir, je vois ce container devant moi qui attire forcément mon regard, il est bleu, il y a les voitures, je regarde où je marche, et je parle avec mon épouse, les enfants, tiens, faites pas les idiots, restez bien sur le trottoir. Et là, je vois ce container, la plaque blanche, écrit en noir en majuscule, Joël, au masculin. Alors, Ça a dû vous tétaniser, non? bah, c'est même pas moi qui s'est tétanisé, c'est ma femme qui s'est arrêtée net. Elle m'a dit, Cédric, regarde. Ah oui, alors là, il y a de Excuse-moi. quoi. Ah oui, ah oui. Et donc, alors oui, ça peut être le hasard. C'est une coïncidence. Ok, C'est ça, oui, oui, certains vous diront, c'est une superbe coïncidence. oui. Alors là, excusez-moi du peu, mais à quel moment, déjà, un container posé là dans la rue entre des voitures, on n'en voit pas souvent dans la vie de tous les jours, des containers posés provisoirement sur une rue entre une file indienne de voitures qui sont stationnées. Deuxièmement, une plaque sur laquelle est inscrit un prénom. Pourquoi un prénom inscrit Oui, sur un pourquoi container? celui-là et pas un autre? J'ai jamais vu de container, j'en croise sur les autoroutes tous les jours sur des camions remorques qui vont livrer dans tel ou tel entrepôt. J'ai jamais vu un prénom inscrit sur un container. Là, il y a C'est une plaque incroyable. et c'est pas marqué Sylviane, Cédric, Stéphane, Laurent, c'est marqué Joël. Joël. Quelle était la probabilité qu'un container soit placé à cet endroit-là, qu'il y ait un prénom inscrit sur la porte de ce container-là et que ce prénom inscrit en toutes lettres majuscules soit Joël? Il y a Juste au des moment où vous millions, lui demandiez, ouais, voilà, il y a des millions de prénoms. Enfin, je délire pas. des millions, oui. Joël. Joël. Au-dessus de Joël, j'ai la photo. À l'époque, j'ai pris la photo de la rue, de l'immeuble, parce que j'étais sur place, j'ai fait un petit reportage photo. C'est en ligne sur Facebook. J'avais mis en ligne sur Facebook la photo. Donc, ceux qui me suivent peuvent aller sur mon Facebook, remonter à mai 2022. Ils vont retrouver les photos. À l'époque, il y a eu des témoignages des gens qui disaient, mais c'est incroyable, c'est même plus une synchronicité. Là, c'est incroyable, c'est perturbant. Et il y a une série de nombres inscrits juste au-dessus du prénom de mon frère 2021, enfin c'est 20, 21, machin, il y a une dizaine de chiffres. Les deux derniers, c'est 68. Mon frère est né le 22 novembre 68. Donc voilà. Alors là, je veux dire, là j'extrapole peut-être un petit peu, mais on se dit, sans parler des chiffres, le prénom Joël Ah inscrit oui, à ce non, moment-là précis dans la rue, là, voilà. Et je me dis, là, c'est ce qu'on appelle sincèrement une synchronicité. Et encore, la synchronicité a une signification pour celui qui la oui. vit. Devrait y en avoir une, oui, c'est On est ça. d'accord, hein, Sylviane. Oui. Là, mon épouse était là, mes enfants étaient là, et ça les a tous les trois bluffés en disant, mais là, Ah oui, il y a de quoi, oui. c'est un truc de dingue. Ça, je dirais, c'est une des synchronicités qui est top dans le sens où j'ai les photos, j'ai la preuve, et c'est en ligne. Ceux qui veulent remonter mon mur Facebook,
Cédric Legrain. Vous remontez en mai 2022, allez voir, mettez un petit commentaire, parce que forcément, moi, le fait d'en reparler, ça me fiche la chair de poule. Mais ça, c'est qu'une synchronicité, Sylviane, parmi tant d'autres. Donc, moi, à un moment donné, quand ce jour-là, je visite le cimetière de Montmartre, mais je l'avais visité plus tôt, quelques années plus tôt, je crois à l'après-vie. Parce que là, c'est un exemple récent 2022 de synchronicité, mais j'en ai eu tellement d'autres avant qui remontent à plusieurs années, quand je les ai sollicités, justement, que pour moi, l'après-vie, aujourd'hui, est une réalité. J'en ai la preuve. J'en ai la preuve. Donc, j'ai forcément eu envie d'écrire sur le sujet. Et pour écrire sur le sujet, ben, il me fallait le monde des vivants, il me fallait forcément le monde des défunts. Montmartre, c'est là où je suis né, tout le monde connaît, donc je reviens à ça. C'était l'endroit idéal pour situer l'intrigue, le cimetière. Et puis là, en plus, quand on parle du cimetière, en effet, on parle de Dalida, on parle de Stendhal, on parle de plus récemment Jean-Claude Brialy, Michel Calabru. Il y a d'innombrables C'est ça, oui, c'est personnalités. ça qui est drôle dans votre livre, c'est qu'ils parlent entre eux. Oui, On n'a pas du tout l'impression. C'est vraiment ludique, hein, votre livre. Et puis le petit, mais c'est ça. alors Victor, il a 11 ans, Victor. Oui, Donc oui, il voit ça avec les yeux de l'enfance. Donc il fait ce parallèle entre le monde des vivants et le monde des morts. Et alors bon, bah, ils voient ça avec les yeux d'un enfant. Et c'est là où je trouve que l'idée maîtresse est vraiment excellente, hein, sans flagornerie. Vous me connaissez, je suis incapable de flagornerie, ça, alors là. Et vraiment, l'enfant, il découvre la vie dans ce monde en étant l'intermédiaire, et puis il découvre l'amour, il découvre la trahison, il découvre la vie, quoi, hein, tout oui, simplement. Hein. oui, Alors, moi, je oui. vais, pour appuyer un peu ce que vous venez de dire, moi, j'ai perdu aussi mes parents. Bon, moi, depuis 75, ça fait longtemps que je crois à l'après-vie, mais mon père et ma mère sont décédés en 1989. Alors, vous voyez, c'est pas d'hier. Et je n'avais jamais, alors maman, je ne l'ai jamais senti, mais je sentais la présence de mon père. Je ne sais pas pourquoi. J'étais moi pas, il n'était pas très affectueux ni affectif. Hein. Et puis un jour, alors là, c'est important, depuis que je suis revenue vivre au Portugal, un jour, je ne sais pas pourquoi, suite à des livres ou des interviews que j'avais faites, je dis, bah, écoute, papa, j'aimerais bien savoir. Je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, ce dimanche-là précisément, comme vous, j'ai dit, mais papa, si t'es bien, parce que mon père ne croyait ni au Dieu ni au diable, comme on disait à mon époque, et puis, bon, je voulais savoir comment il était là-bas. Je Mm. pose la question, je lui dis, écoute, papa, j'aimerais savoir, déjà, bon, moi, je crois à l'après-vie, donc j'aimerais savoir comment ça va. Est-ce que ça va? Voilà, je dis, fais-moi savoir, envoie-moi un signe si ça va. Et je pose cette question. Quelques minutes après, je vais mettre ma télévision. Je captais la 6 là, ici au Portugal. J'ouvre la télévision. Alors, c'est comme vous, hein, moi, ça me donne la chair de poule aussi, rien que d'en parler. Je tombe sur Stéphane Plaza qui disait je suis à Brunois. Écoutez, rien qu'en vous en parlant, mais ça me fait frissonner. Il y a un Brunois en France et c'est là où ils sont enterrés. Ouais. C'est comme vous avec votre frère Joël. Bon, 68, on peut encore à la limite. Mais là, Exactement. Brunois, Voilà. Voilà. il arrive. J'ouvre précisément à cet instant-là. Stéphane Plaza arrive et dit je suis dans un charmant petit village à 25 km de Paris, à Brunois. Ah mais je me suis mise à pleurer, alors vous je sais pas, mais moi je me suis mise à pleurer comme une madeleine, j'ai appelé ma fille en disant papy vient de me parler. Ouais, 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 ouais. Alors évidemment que les super cartésiens qui vont dire qu'il y a ci, il y a ça, aujourd'hui on sait que les ENI et les ou NDE, ça n'est pas, c'est justement Charbonnier qui est médecin, hein, Oui, oui, anesthésiste, et oui, qui oui, a oui. bien, avec d'autres, qui a prouvé que ce ne sont pas des élucubrations, ce ne sont pas les médicaments, c'est impossible. Et Hmm. comme vous dites, il y a un cas, enfin plusieurs cas, maintenant des dizaines de cas, où les gens sont en mort cérébrale et ils racontent, alors après ils reviennent, mais ils racontent, il y a Nicole Dron, par exemple, Hmm. hein, c'est Nicole un Dron, oui. des meilleurs cas, Hmm. qui raconte ce qui s'est passé. Alors, effectivement, on peut dire, alors, on peut toujours penser comme vous la première fois, ah ouais,
j'ai exactement vécu ça, hein. La première fois, on s'est dit, oh non, ça doit être encore un truc. La deuxième fois, on commence. Et puis la troisième fois, on se dit, non, là, mon petit Cédric ou ma petite Sylviane, là, il y a quand même, il faut faire attention. Je pense que c'est ça que vous avez vécu aussi, hein, Cédric. Oui, oui, mais voilà, parce que comme vous dites, vous, Sylviane, vous croyez à l'après-vie. Enfin, Mais moi, vous, non, vous ne le croyez pas. dans mon parcours, il y a 15 ans en arrière, j'y croyais pas du tout. J'entendais des témoignages. On, on- moi, à l'époque, je vais vous dire la vérité, quand j'étais au collège ou au lycée, on avait étudié un texte sur la mort à l'époque, et il y avait une phrase d'un philosophe dont j'ai mangé le nom qui disait, l'être humain, en gros, il a peur de mourir, et sa peur est tellement réelle qu'il a besoin d'apprivoiser la mort, pardon. Apprivoiser la mort. Je trouvais l'expression topissime. C'est ça. On a tellement peur de mourir, que tout s'arrête, d'abandonner ce qu'on aime, de faire souffrir ce qui reste, que on a besoin de comment dire, de se remonter le moral, de trouver quelque chose qui nous Oui, c'est ça, rassure, oui. de se rassurer. Oui. Voilà. Et donc, on a besoin d'apprivoiser la mort. Et j'ai trouvé ça top parce que, en effet, et là, ça m'allait bien à l'époque, j'étais cartésien. J'ai dit oui, les gens ont tellement peur de la mort qu'ils ont besoin de croire qu'on va se réincarner en arbre ou en petit chien ou je ne sais quoi, ou en être humain dans une autre vie. Mais ça, c'est juste pour se rassurer parce qu'en fait, on flippe. On sait qu'on est mortel. Voilà. Mais ça, c'était ma position il y a 15 ans en arrière, parce que pour moi, c'était ça. L'être humain a peur de la mort, et ce qui est légitime. Hein. Et il a besoin de se rassurer, quelle que soit la manière, en imaginant qu'il y a quelque chose après. Voilà, en gros, c'est pas fini, je vais me réincarner, je vais revenir. Voilà. Pour moi, à l'époque, excusez-moi du terme, mais foutaise, c'était des croyances, c'était purement des croyances. Hein. Et j'étais dans ces optiques-là en me disant, oui, non, quand c'est fini, c'est C'est vrai, terminé. là, Joël était déjà décédé? Alors, à l'époque de la notion d'apprivoiser la mort, j'étais au lycée, donc non. Oui. Non, j'étais à l'époque, oui, j'étais cartésien toute ma jeunesse, hein, quand j'étais adolescent. Joël est décédé le 23 juillet 2002, et à ce moment-là, j'avais la même position. Pour Ouais, moi, c'est c'était ça. l'être humain a besoin de se rassurer comme il peut, mais c'était une fatalité, à un moment donné, il va se prendre le mur. Donc, autant profiter de la vie le mieux possible tant qu'on est là et arrêter de se plaindre tout le temps et plutôt se lever avec le sourire et se coucher avec le sourire et donner de l'amour aux gens. Voilà. C'était ça ma politique malgré tout. Mais j'étais toujours dans ma position et ma croyance que après, il n'y a rien. Voilà. Et puis, je vous ai dit, mon frère est décédé. J'ai vraiment pris une gifle quand il est décédé parce que c'est dur de perdre son frère aîné. Surtout j'étais très fusionnel, on se voyait tous les week-ends, on a grandi ensemble, on a fait toutes les bêtises du monde ensemble. Lui plus que moi, il était plus âgé que moi. Mais voilà, et quand on perd son frère, on perd son repère. Son repère, oui, c'est On perd ça. son repère. Et donc, la vie continue. Et puis, à un moment donné, on sollicite, comme j'ai dit tout à l'heure, un geste de Joël à telle ou telle opportunité, à telle occasion, parce qu'on pense à lui, le jour d'anniversaire de sa mort, son jour d'anniversaire, le 22 novembre, quelle que soit la raison. Et là, on a un truc, un autre truc, un autre truc. Hop là, en 2022, rue Jules Lefebvre. Et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Et puis entre-temps, bah, je reviens là-dessus, mais oui, voilà, je me suis documenté, j'ai lu Charbonnier, j'ai Oui, c'est lu ça, oui, c'est Barcala, ça. j'ai lu Stéphane Alix, Le Test, qui Oui. est passionnant. J'ai reçu ces gens-là dans mes émissions de radio parce que forcément, ici et maintenant, elle consacre sa thématique à la spiritualité et à la science. Hein. Je ne suis pas fermé aux deux, hein. Je n'ai pas de problème avec les scientifiques, bien au contraire. Jean-Jacques Charbonnier est devenu un ami. Mais j'adore les gens qui sont ouverts, qui acceptent l'idée selon laquelle, comme Platon à l'époque, je crois que c'est Platon ou Socrate, mais je crois que c'est Platon, Et peut-être les deux, peut-être d'ailleurs. les deux, qui disaient à un moment donné, je sais une chose, c'est que je ne sais pas. Donc il faut laisser la porte ouverte et admettre que on ne sait pas tout. On ne sait pas tout, qu'on ne peut pas tout expliquer aujourd'hui avec nos connaissances actuelles scientifiques. Bien C'est sûr, une oui, mais c'est réalité. ça, c'est ça. Mais C'est une bon, c'est vrai réalité. que on se heurte quand même à beaucoup de gens. Enfin, de moins en moins quand même. Il y a de plus en plus d'ouverture. Il faut Il y quand a de même le plus en dire. plus d'ouverture, je dirais, chez le commun des mortels, Oui, pour voilà. parler vu la thématique du jour, mais il y a de plus en plus d'ouverture chez les scientifiques C'est ça, et surtout chez les surtout, scientifiques. je dirais, chez les jeunes scientifiques qui aujourd'hui admettent que ce qu'ils apprennent sur les bancs de la fac en faculté de médecine, bah, oui, faut avoir les bases de son métier et les connaissances, mais aujourd'hui, on s'aperçoit que les jeunes médecins sont ouverts à la possibilité qu'on peut pas mettre on peut pas bloquer l'idée qu'il n'y a rien derrière, parce que de toute façon, on n'a jamais eu vraiment de retour de quelqu'un qui est mort, qui est revenu, sauf si on considère que l'EMI, en effet, il y a vraiment quelque chose, et donc, moi, je laisse la porte ouverte. Donc, aujourd'hui, ce que j'apprécie beaucoup, c'est un Jean-Jacques Charbonnier qui est un médecin scientifique, qui a cette légitimité, qui aborde le sujet, qui l'exploite dans ses livres, qui en parle très bien,
qui aujourd'hui fait ses TCH et ses PCH. Je le respecte beaucoup parce qu'il a pris des coups. Il a vraiment pris des Ah coups. oui, il y a des risques, hein, de gros risques. Voilà. Et puis moi, je soutiens ceux qui prennent des risques. Moi, Jean-Jacques, il sait qu'il a mon soutien. Et quand je peux parler de lui, je parle de lui. Quand je peux le recevoir, je le reçois. Mais je reçois aussi ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Hein. C'est mon côté un peu journalistique. Hein. Hop, c'est contradictoire le sujet. Mais voilà. Mais moi, je considère qu'on ne peut pas fermer la porte. On ne peut pas fermer la porte. D'une part, moi, je l'ai tellement vécu que je suis convaincu qu'il y a quelque chose. Mais j'accepte l'idée qu'on ne soit pas d'accord avec moi, et heureusement Voilà. d'ailleurs. Hein, voilà. Mais c'est un sujet, ben, la porte est ouverte, c'est passionnant. On a tous des récits, des anecdotes à raconter. Mais quoi qu'il arrive, la question, elle est vraiment perturbante. Elle est vraiment perturbante. Aujourd'hui, moi, ça m'a ouvert sur le sujet de la médiumnité. On est en plein dedans. Mm. Ces personnes qui prétendent communiquer avec l'au-delà, de servir de canal simplement, Oui. hein, quand c'est faculté plus qu'un don, eux-mêmes le disent, ce sont des facultés plus qu'un don, puisqu'on est tous médiums, il s'agit simplement de développer cette faculté. C'est passionnant. C'est passionnant de s'intéresser à également leur expérience, simplement. Alors, Victor, il n'est pas allé se promener que dans les âmes de Montmartre, qu'avec les âmes de Montmartre. Il y a Oui, eu d'autres expériences. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres livres aussi, les suites de oui, Victor? oui. C'est une trilogie. C'est une trilogie parce que ben, le premier. En fait, vous préférez, Sylviane, quand j'ai écrit Victor les âmes de Montmartre, donc ce petit garçon qui met en relation les deux mondes de manière très ludique, hein, c'est vraiment très ludique. Vous avez compris que le roman, Ok. il est drôle, il est sympa. Moi, tous ceux qui l'ont lu jusqu'à présent, et ça fait 6 ans qu'il est sorti, la version initiale de Victor, quand on vient me voir en dédicace, on me dit merci. Vous m'avez donné le sourire, vous m'avez réconcilié avec le sujet de la mort que j'appréhendais. Beaucoup de gens sont venus me voir parce qu'ils avaient perdu un proche. Et j'ai vu des dames, des fois beaucoup de lectrices hein, qui me disaient j'ai perdu ma maman, mon papa. Et en fait, ça m'a fait du bien de vous lire parce qu'aujourd'hui, je sais qu'il est là à côté de moi. Mais rien que ça, si j'ai réussi à donner, à soulager, à Oui, apaiser la peine, soulagé, c'est ça, oui, le soulagé. deuil, hein, comme dirait Amanda Castello, si j'ai réussi à apaiser le deuil, à soulager le deuil, comme le dit aussi Jean-Jacques Charbonnier, c'est PCH, c'est TCH, mais rien que ça, si ça agit dans ce sens-là, mais tant mieux, Ah je oui, fais du c'est bien, énorme, voilà. hein, c'est énorme. Voilà. Donc le livre, il fait du bien, il nous réconcilie après avec l'idée que on va mourir, mais que Bah oui. derrière, que derrière, il y a autre chose. Voilà, on peut communiquer avec les défunts. Et puis Victor met ces deux mondes en relation. Et puis voilà, mais le premier, en fait, le premier livre que j'ai écrit à l'époque, je ne savais pas comment il allait être accueilli quand je l'ai envoyé à des maisons d'édition qui abordent ce genre de thématique. Donc, je l'ai envoyé à 3 maisons d'édition, mais je n'ai pas envoyé l'intégralité de l'histoire du récit. J'ai envoyé que la moitié. Ah oui, Voilà. Vous avez remarqué dans le récit, chaque chapitre, il y a des rebondissements. On n'a pas oui, envie de lâcher le bouquin. C'était le oui. but. Hein. Et puis, à un moment donné, je lui ai dit, tiens, je vais envoyer qu'une partie parce que je ne vais pas tout dévoiler au cas où. Ça va peut-être pas plaire. Je vais peut-être me faire remballer simplement. J'ai envoyé le tapuscrit à 3 maisons d'édition différentes. Dans les 2 mois, c'est après le délai, hein, j'ai 2 maisons d'édition qui m'ont répondu. La troisième, j'ai plus de nouvelles, je ne sais même plus qui c'est. Les 2 premières qui m'ont répondu m'ont clairement envoyé le contrat tout de suite, on publie. Donc j'étais vraiment flatté. C'était très bon pour mon ego, Sylviane. Donc, j'étais flatté. Mais en fait, Bon, on elle est n'avait. content parce que c'est un sacré travail hein, d'écrire. Oui, oui, oui. Oui, C'est c'est un du sacré temps. travail. Ah Hein. ben un bouquin, ça me prend 1 an d'écriture, de relecture, de travail, bien Bah sûr. oui, bien sûr. Donc, quand on envoie ça en maison d'édition, c'est une naissance. On espère que le bébé va bien naître, hein, que la délivrance va se faire correctement. Donc, moi, j'ai envoyé le bouquin, la moitié du bouquin à ces 2 maisons d'édition qui m'ont répondu sur les 3. La première qui m'a répondu, 500 éditions, c'est 2 sœurs qui la tiennent, c'est une petite maison d'édition hein, qui s'inscrit dans cette thématique-là. Je l'ai envoyée, elle m'a répondu la première, j'ai décidé d'accepter de bosser avec eux, simplement. C'est 2 sœurs qui tiennent la maison d'édition qui est basée à Genève, et j'ai bossé avec eux, elles ont publié la partie que je leur avais envoyée, sachant que moi, j'avais la suite. Ah d'accord. Donc, comme la première partie a très très bien fonctionné et que j'ai eu d'innombrables retours en me disant y a-t-il une suite, y a-t-il une suite, parce que ça s'arrête justement sur un rebondissement. Oui, c'est ça, oui. Le soir, en fin de journée, il y a un rebondissement et hop, c'est terminé. To be continued, hein, on dirait en Angleterre, en Amérique. Mais moi, l'avantage, c'est que j'avais déjà la suite dans le tiroir, parce que je l'avais la suite. Et je savais qu'elle était sollicitée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je ne suis pas Bah, vous avez bête. envoyé la suite. Bah, j'ai envoyé la suite, mais surtout, je l'ai retravaillé, repeaufiné comme il faut, parce que là, je savais que ça allait être publié cette fois-ci. Oui. C'était plus une tentative. Donc, je l'ai retravaillé et c'est paru sous le titre Victor au cœur des catacombes, on est toujours à Paris,
chapitre 2. Donc, c'est la suite. En fait, le tout, aujourd'hui, quand on parle d'un ouvrage qu'on divise en deux, on parle de tome 1, tome 2. Voilà. Oui. Voilà, c'est un élément unique qu'on a divisé en deux, ça fait des tomes. Moi, personnellement, j'ai envoyé la première partie, je l'ai appelée en gros Victor et les âmes de Montmartre. Basta, je ne pensais même pas être publié, hein, j'ai tenté ma chance. Banco, ça marche, tant mieux, on me demande la suite, je l'ai dans les tiroirs, je la retravaille, Encore bien. je l'envoie, je décide de l'intituler Victor au cœur des catacombes, parce que le récit se passe beaucoup dans les catacombes à Paris, et je l'appelle chapitre 2. Et puis le chapitre 2 est publié, il marche très très bien également, il se vend très bien au Canada, au Québec, dans tous les pays francophones. Et derrière, on me dit, mais est-ce qu'il y a une suite? J'ai dit, ben oui, j'ai toujours l'idée, moi je suis très prolifique, donc et oui, j'ai l'idée, le troisième est dans les tiroirs, mais je suis dessus, c'est des brides en fait. Hein. Oui. L'intrigue, c'est une bride, les personnages sont là. Voilà. Ben, il nous faudrait le 3. La maison d'édition me dit, on veut le 3. Donc, le 3 est sorti, je l'ai travaillé pendant la période Covid, hein, en 2019. Il est sorti à l'automne 2020. Toute la période Covid commençait chez nous avec le confinement en mars 2020. Donc, j'étais en plein dans l'écriture. Et puis, voilà, hop, 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 il est sorti ce livre. Le chapitre 3 s'appelle Victor, virgule, immortel, point d'exclamation, chapitre 3. Voilà. Et puis maintenant, dans la logique des choses, on me sollicite pour le chapitre 4. Bah, c'est normal, j'allais vous dire. Voilà. Alors, Voilà. hein, Mais moi, je suis, entre guillemets, et je suis content de l'être, victime de ce succès, parce que j'aborde un sujet qui n'est pas évident, la mort, mais je l'aborde de manière ludique. Ça me permet en effet d'ouvrir l'esprit sur le sujet. Comme c'est abordé par un enfant qui a 11 ans, ça reste très ludique. oui, Parce oui, oui, que oui, c'est ça, c'est ça. voilà, Puis, on peut pur, pas, on c'est peut pas pur. reprocher, Voilà. à un enfant d'être pervers, narcissique ou je ne sais quoi, ou Oui, c'est ça, détraqué. oui. Il a 11 ans, Oui. Victor. Donc, voilà, Victor, il est petit, il est jeune, il est un peu fougueux. Il va mettre en relation les deux mondes et c'est là que naît l'intrigue, l'histoire en elle-même, parce qu'il va mettre en relation les défunts et les vivants. Et puis là, en fait, bah là, c'est Voilà, après, il y a plusieurs tomes, on ne va pas le- déflorer les voilà. histoires, hein, parce Mais que je veux ce dire, serait dommage. le terreau, il est énorme parce que c'est une histoire sans fin, parce que les récits, bah, j'en ai plein d'idées de quatrième, cinquième. Et puis, voilà. Et puis, en fait, j'ai cette chance d'avoir un sujet qui passionne les gens. Parce que Bah, tant mieux, tant mieux. Oui, quoi oui. qu'on en pense, la mort, ça passionne tout le monde dans le sens que tout le monde s'interroge est-ce qu'il y a ou pas quelque chose après? Mais tout le monde se pose la question. Ah ben, tout le monde, enfin, ça, Tout le à un moment monde, tout donné le ou à monde, un autre, tout le ça c'est monde. clair. Et puis bon, maintenant on commence à parler quand même plus librement. Moi, je me En rappelle plus, qu'en 1975 est sorti le livre du docteur Moody. Je vous assure que c'était pas rien. Hein. Bon, en 75, moi bon, je vais avoir 80 ans. Donc en 75, quand il est sorti, moi je me rappelle, j'avais mon ami, une amie belge qui me dit, oh, il y a un livre extraordinaire qui vient de sortir. Ça nous intéressait déjà tout ça. Mais bon, aujourd'hui, on a quand même la chance, il y a depuis une quinzaine d'années, on dirait une quinzaine d'années, quand même une ouverture. Et puis 10 ans, là, alors là, ça galope. Hein. Il y a vraiment des charbonniers, des Nicole Dron et tutti quanti, il y en a tellement, qui maintenant, et il y a Bourgard, Mario Bourgard, moi j'aime bien oui, ce qu'il oui, bien écrit, sûr, bien aussi, sûr. enfin dans les neurosciences. Donc effectivement, voilà, les gens s'intéressent et il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent. Et puis les Alors, magazines, les revues, on a de plus en plus oui, de revues qui voilà, abordent le voilà, sujet. Hein. ça devient un Infinity, sujet l'Explorer, oui, oui, c'est plus un sujet tabou, hein, Cédric. pas Hein. du En tout, pas du 75, tout, pas les du gens tout, nous prenaient un peu pour des pas du barjots tout. parce que, Et c'est en ça, pour revenir à votre question, Sylviane, c'est ça que bah, si tout ça contribue à ouvrir l'esprit, à accepter le fait que la conscience n'est pas forcément générée par le cerveau, qu'elle sèche après l'âme, l'esprit, on l'appelle comme on veut, pour vivre une autre expérience. Mais c'est génial que l'on puisse admettre cette idée-là, qu'aujourd'hui, des scientifiques écrivent sur le sujet en oui, disant oui, oui, en effet, il se passe des choses qu'on ne comprend pas, on n'arrive pas à expliquer, mais en effet, on ne peut pas rejeter tout, c'est pas possible. Il faut simplement ouvrir la porte, s'y intéresser, faire des recherches scientifiques, tester. La science, elle teste, elle établit des protocoles, et quand on arrive à expérimenter un fait, qu'on arrive à reproduire dans des circonstances identiques à plusieurs reprises, c'est ça la science, c'est pouvoir reproduire dans les mêmes circonstances un phénomène. Et là, on arrive à établir une preuve scientifique. Et bien aujourd'hui, voilà, il se passe des choses, tant mieux. Et puis, je reprends toujours la phrase de mon ami Jean-Jacques Charbonnier, que j'appelle pour taquiner le philosophe Jean-Jacques Charbonnier, qui a mis dans un de ses livres, et je reprends souvent, c'est dans un de mes romans d'ailleurs en introduction, il a dit Jean-Jacques dans un de ses livres,
le paranormal d'hier est Oui, devenu le normal d'aujourd'hui, tout comme le paranormal, enfin le paranormal d'aujourd'hui sera le normal de demain. Mais c'est oui. vrai. Et cette phrase en elle-même, elle est symbolique du sujet qu'il faut, enfin de l'idée qu'il faut ouvrir l'esprit, accepter le fait qu'aujourd'hui, on ne sait pas tout et qu'on ne peut pas expliquer tout. Donc, plutôt que se dire, comme c'est, j'y crois pas, j'en refuse le concept et l'idée, se dire, bah, je n'y crois Peut-être, pas, mais peut-être, peut-être. Et c'est là qu'on peut-être. avance. C'est simplement là qu'on avance. C'est en disant, peut-être, je ne sais pas, mais je reste ouvert au sujet. Voilà. Donc C'est le moi, voilà. peut-être qui fait tout, Cédric. Peut-être que, peut-être, hein, les gens qui sont vraiment très, et c'est leur droit, hein, ils n'y croient Oui, pas. oui, Bon, oui. moi, j'ai un ami qui est comme ça. Il m'a dit, moi, j'ai vu une de vos interviews, votre dernière interview avec, comment il s'appelle, Patrick Drouot. Il m'a Oui, dit, moi, ça m'a paru, mais bon, peut-être, je ne rejette pas l'idée. Alors, il est cartésien à 2000%. oui, oui, Mais oui, oui, oui. Mais en même temps, on s'aperçoit souvent, mais ça a été mon cas, hein, c'est que on est cartésien tant que soi-même, on n'a pas été confronté au sujet. ah ben voilà, c'est ça, C'est c'est souvent toujours ce qui se pareil. passe. Tant Toujours qu'on n'a pareil. pas Oui, oui, vécu bien sûr. le deuil qui va vraiment nous déstabiliser, nous perturber, qui va nous, qui va nous amener à essayer d'ouvrir, comment dire, d'aller chercher des réponses qu'on va solliciter, qu'on va tenter, parce qu'on se dit, bon, bah, pourquoi pas, tiens, hop, et là, on a une réponse, deux réponses, trois réponses. En gros, je pense qu'il y a un cheminement spirituel, une Oui, ouverture oui, 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 qui se oui. fait à un moment donné. Moi, à l'époque, avant 2002, j'étais pas ouvert spirituellement, donc il se passait rien parce que j'étais bloqué même sur le sujet. Tout doucement, je me suis ouvert au sujet. Et là, je m'aperçois que dès lors qu'on accepte l'idée qu'il peut y avoir quelque chose, bah tiens, comme fait exprès, il se passe des choses. Bah oui, Bon, parce qu'on a ouvert la porte. c'est ça. Et puis moi, entre-temps, bon, j'ai jamais consulté de médium. Vous voyez, des fois, les gens me disent, mais tu reçois à l'antenne des gens qui ont une notoriété de dingue. Toi-même, tu ne consultes pas. Je dis non, parce que moi, je partage des positions de personnes qui traitent très bien le sujet. C'est leur métier, c'est leur passion. Moi, j'ai juste la légitimité en tant qu'animateur journaliste de les recevoir. Mais je ne suis pas scientifique, donc je les écoute eux. C'est eux qui me passionnent. Voilà. Mais j'ai la chance d'avoir ces gens-là qui font des consultations médiumniques. Moi, j'en profite pas forcément. Si un jour on me dit, tiens, je t'en offre une, ou si tu veux, je t'en propose une, mais avec grand plaisir. Mais vous voyez, je suis pas dans la démarche Oui, de, c'est ça, de je chercher. ne suis pas dans la démarche de chercher, de me convaincre à tout prix que ça existe. Je vois pas des messages de partout. J'ai pas besoin de ça. Je suis pas là-dedans. Mon frère est décédé il y a 20 ans aujourd'hui. Il y a 20 ans. Donc, je suis plus dans le deuil, le même deuil qu'à l'époque. Le deuil, je le ferai jamais, mon deuil. J'ai perdu mon frère. C'est comme quand on perd un enfant. Des parents qui perdent un enfant ne feront jamais leur deuil. Bah C'est pas oui, bien sûr. possible. C'est pas possible. Donc, on vit avec, c'est différent. On vit avec et on s'adapte à la situation. Voilà. Donc, moi, j'avance, je reste ouvert au sujet. Et puis, je m'aperçois qu'aujourd'hui, contrairement à il y a encore 10 ans, 5 ans en arrière, eh ben, le sujet, il passionne de plus en plus de gens. Aujourd'hui, on en parle librement. Et puis, tant mieux. Et si Victor peut contribuer à ça, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Et puis, pour revenir à l'édition que vous avez entre les mains, Sylviane, eh ben, le sujet passionne tellement les gens aujourd'hui, passionne tellement, je dirais, les éditeurs, que chaque maison d'édition aujourd'hui a sa collection ésotérisme. Tout à fait, oui, tout à fait, oui. Hein, toutes, elles ont quasiment une Oui, collection oui. ésotérisme. Ben, moi, j'ai été contacté en novembre dernier par les éditions Lanor, que je connaissais de nom. Hein, Jean-Marie Le Gall a été publié par eux, entre autres. Donc, je connaissais de nom un petit peu les éditions Lanor, mais je sais qu'ils sont passionnés par le sujet. Et c'est eux qui m'ont contacté en novembre pour me demander si les droits de Victor et les Anneaux Montmartre étaient libres. Alors je leur ai dit oui, parce que pour tous ceux qui écrivent, ils le savent très bien, quand on signe un contrat d'édition, il est valable en moyenne 2 ans et après c'est de la tacite reconduction. Donc on peut au-delà de 2 ans dénoncer un contrat en disant voilà, bah, soit je veux plus qu'il soit publié, soit bah, simplement les droits ont été acquis par quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé. L'édition La Norme ont demandé est-ce que les droits sont disponibles? Est-ce que, si oui, est-ce qu'on peut le republier? Nouvelle jaquette, nouvelle couverture, tout ça. Quel plaisir pour moi d'être sollicité. Ah oui, bien Alors, sûr. alors Oui. oui, j'étais plus sous contrat d'engagement en soi depuis 2017 avec les éditions 5 Sens. Donc, je les ai prévenus, hein, parce que je suis en très bon terme avec eux pour les autres livres que j'ai publiés chez eux dans la continuité. Je leur ai dit voilà, je suis désolé. Les éditions Lanor sont vraiment intéressées par le tapuscrit, enfin le livre d'origine, le texte d'origine.
est-ce que si je vous quitte pour celui-ci, que je reprends mes droits, est-ce que vous m'en voudrez? Ils m'ont dit non, bien sûr que non. La Nord Édition, c'est distribué par Albin Michel. Allez-y, Cédric. Au contraire, c'est génial ce qui vous arrive. Donc, j'ai récupéré mes droits. Et puis voilà. J'ai retravaillé le texte parce que quand je relisais mon texte, il y a deux, trois choses qui me titillaient un petit peu, que j'aurais pu améliorer à l'époque de l'écriture sur les sentiments des personnages, ou à l'époque, ben, mon écriture a évolué simplement. Et aujourd'hui, avec le recul, quand je relis mes romans, il y a des choses que je ferais différemment aujourd'hui, forcément. Et bien là, on m'en a donné l'opportunité. Donc, j'ai repris le texte d'origine, je l'ai relu. Toutes les scènes où je me disais, là, j'aurais pu aller plus loin dans l'expression, dans le sentiment, d'écrire différemment la scène pour que ça soit beaucoup plus explicite, eh ben, j'en ai profité à cœur joie, quoi, parce que j'avais l'opportunité. J'ai retravaillé le texte, je ne l'ai pas dénaturé du tout, du tout. Simplement, je l'ai retravaillé, j'ai fait ce qu'on appelle la version augmentée du livre, et je l'ai proposé aux éditions Lanor en décembre, dans la continuité, dans la lancée, parce que ça m'a pris pas beaucoup de temps pour retravailler le texte. Hein. En un mois, 2 mois, c'était fait. Je leur ai soumis le nouveau tapuscrit modifié, amélioré, et ils m'ont dit, ben, que On dire de prend. plus? On publie, hop, contrat signé, on envoie. Puis derrière, ils m'ont dit, en gros, ils m'ont laissé sous-entendre que selon comment va marcher cette réédition, on republiera également le chapitre 2, le chapitre 3. Voilà. Voilà. Donc, voilà pourquoi l'exemplaire, Sylviane, que vous avez dans la main Que je monte. Que je est monte. différent de ceux qu'ont acquis les éditeurs, les lecteurs jusqu'à présent. Il y avait la couverture était différente, le prix était différent, le format était différent. Parce que, voilà, réédition, publication le 13 juin 2023 dans toutes les bonnes librairies, avec cette nouvelle couverture, ce nouveau format. Ce nouveau format. Voilà. Eh bien, écoutez, Cédric, on va terminer cette Oui, magnifique interview. Voilà, je remonte votre livre, vraiment que je recommande. Alors là, j'aime beaucoup la couverture. ouais, elle C'est est un bien. peu Ouais. désuet, mais en même C'est temps, ça. j'adore la couverture. Franchement, alors j'ai pas vu la, C'était voulu de hein? la part de l'éditeur. Ouais. Ah oui, oui, j'ai pas vu la précédente, mais je la trouve très, voilà, très attirante, très, très cosy. On va dire, c'est pas la Ouais, mode, hein, ouais, cosy. ouais, Mais vraiment, alors je ouais. répète, Victor et les âmes de Montmartre, donc de Cédric Legrain, l'intervieweur interviewé. Voilà, et je vous remercie infiniment d'avoir accepté d'être de l'autre côté du micro, si j'ose dire. Je vous souhaite plein de bonheur et puis j'attends le numéro 2. Bah écoutez, avec grand plaisir. Il existe déjà, c'est l'avantage qu'on a, chère Sylviane. Ouais, Merci en tout cas de m'avoir accueilli. Je rappelle aux auditeurs qui nous suivent que voilà, le livre s'adresse aux 7-77 ans, comme on dit. Hein. Il n'y a pas de 97 même, on peut aller jusqu'à ah oui, 97. Hein. on peut y aller. Allez, Moi ou j'ai voilà, 107 même, 107. il y a pas d'âge et voilà, le livre est ouvert à tout le monde. Il est ludique, il aborde le sujet de manière très ludique et justement, ça permet aux enfants également de lire sur le sujet parce il y a rien de sombre dans ce roman-là. Non, non, c'est tout sauf sombre, au contraire. Voilà. Et puis, Voilà. la bonne nouvelle de ceux qui découvriront Victor et les âmes de Montmartre dans la version rééditée, la bonne nouvelle, c'est que derrière, il y a le chapitre 2 et le Et chapitre le 3 chapitre 3. qui sont déjà publiés et qui sont déjà disponibles en librairie. Voilà. Eh bien, écoutez, moi, alors, je remonte le livre, hein, je remonte, voilà. Je vous remercie infiniment. Et C'est puis, moi, je vous Sylviane. dis, peut-être à bientôt pour le numéro 2 et le numéro 3. Eh bien, dans la version rééditée, alors, avec grand plaisir. Réédité. Voilà. À très bientôt. Merci infiniment, Sylviane. Merci de m'avoir accueilli. Merci à ceux qui ont suivi le programme. Merci. Au revoir, Au revoir. Cédric.